C'est avec une grande joie que nous vous accueillons pour une année de plus pour la remise du prix de thèse du Suprême Conseil de France et des nombreux accessites qui l'accompagnent. Nous avons de nouveaux membres parmi cette association qui est chargée de trier parmi les nombreuses thèses qui nous arrivent celles que nous allons récompenser les uns et les autres. Cette année, comme les années précédentes, pour la 8e année consécutive, je pense que tout le monde a réussi à se mettre d'accord et que chaque pays ou chaque suprême conseil qui décerne un prix de thèse a quelque chose qui lui correspond bien, c'est dans son ADN. Je ne vais pas parler du prix de thèse du Suprême Conseil du Bénin qui traite des masques africains, ça semble aller de soi. Mais il y a d'autres thèses qui sont tout aussi bien trouvées. J'ai été uniquement surpris qu'une thèse sur la médecine soit décernée par quelqu'un qui n'est pas médecin. Mais bon. Avant de commencer, je voulais remercier l'ensemble de la commission qui travaille au prix de thèse. Nous nous réunissions tous les mois depuis le mois de septembre pour aboutir à cette liste que vous avez entre les mains. Je voulais dire un mot avant de commencer. Je sais que notre très illustre sœur Marie-France Picard va en parler. De la très illustre sœur Anne-Marie Monge, qui représentait le Suprême Conseil féminin de France depuis très longtemps et qui est malheureusement passée à l'Orient éternel. C'était une sœur de conviction, souriante et avec laquelle nous avons eu tous le bonheur de travailler. Donc le premier accessite va être remis, et c'est une nouveauté, par le Suprême Conseil du Bénin et son très puissant souverain grand commandeur, le très illustre frère Jean-Claude Apiti Sédozan. Il va être remis à M. Nkoupo pour une thèse sur les masques africains, patrimoine identitaire dans la diversité culturelle entre espaces sacrés et profanes au Bénin. La thèse comporte de nombreuses qualités. Par sa forme littéraire, elle est agréable à lire et argumentée à chaque étape de l'analyse. De manière générale, il s'agit d'un travail de dimension anthropologique et sociologique, soigné, bien écrit et bien documenté. L'ensemble repose sur des bases empiriques solides et une argumentation de qualité. L'intérêt de la thèse réside aussi dans la perspective dynamique adoptée par l'auteur qui ne cherche pas seulement à décrire l'univers des masques, mais tente à se doter de moyens pour apprécier les transformations de leurs usages par l'introduction de nouvelles formes de médiation culturelle, en particulier la muséologie, les festivals, la marchandisation, le trafic d'objets d'art africains et la folklorisation des activités artistiques originelles, conséquence du développement touristique. La grande majorité des masques est classée au rang de vaudou. Le vaudou étant un nom commun, un nom générique donné à l'ensemble des croyances, des religions traditionnelles, y compris des artefacts qui leur sont liés. Initié à un certain nombre de masques, et donc à des vaudous, je viens en Europe et je vais dans un musée et je vois un masque de chez moi exposé comme un chien empaillé. Dans mon pays, je ne me souviens pas d'avoir vu ce masque ainsi montré sans vie, sauf peut-être pendant sa confection secrète et par des personnes très autorisées. Nul ne devrait voir le costume Egungun lorsqu'il n'est pas habité par l'énergie qui le fait mouvoir. Cette énergie, c'est un être humain, évidemment. L'exposition, telle que je l'ai vue, est susceptible de générer chez certains intégristes que c'était initié un sentiment vraiment de révolte. C'est ainsi que moi j'ai décidé en fait de me lancer dans ces recherches
pour trouver des arguments pouvant permettre de présenter ces masques au monde à travers divers canaux de médiation culturelle. Donc maintenant, nous allons remettre le très illustre frère Roger Daché de l'Institut maçonnique de France va remettre l'accessite de l'Institut maçonnique de France à monsieur Léo Bernard pour sa thèse de doctorat en anthropologie religieuse qui s'appelle « Hippocrate initié, courant ésotérique et holisme médical en France durant l'entre-deux-guerres ». Alors, vous avez travaillé dans le cadre de la 5e section de l'École pratique des hautes études, dans la direction d'études d'histoire des courants ésotériques dans l'Europe moderne, c'est-à-dire dans cette direction d'études qui, sous des noms différents, légèrement différents, a été successivement animée par le grand François Secret, par notre grand et regretté ami Antoine Fèvre, et aujourd'hui par leur digne continuateur qu'est Jean-Pierre Braque. Or, c'est cette école qui, au tournant des années 60, a travaillé à accréditer l'ésotérisme dans le champ académique pour en faire un objet d'étude acceptable, ce qui d'ailleurs ne s'est pas fait sans rencontrer un certain nombre d'obstacles. Mais je pense qu'avec ce travail, vous avez accompli un pas supplémentaire. C'est une excellente initiative, je trouve, ce prix de thèse. Les jeunes chercheurs ont besoin de ce type de moment de reconnaissance. Et donc, je l'accueille très volontiers. Donc, merci à vous. J'avais prévu de parler un petit peu de ma thèse, mais je crois que vous avez bien résumé, vous avez bien saisi, Roger Daché, le cœur, en fait, le cœur de ma thèse qui se situe en effet à la croisée de deux champs de recherche. Donc, Roger Daché a parlé de l'étude des courants ésotériques, un champ universitaire qui donc vise à réévaluer l'influence culturelle et intellectuelle des courants ésotériques. Et donc cette influence a pu s'exercer dans le champ du politique, dans le champ artistique, mais donc aussi dans le champ médical. Et ma thèse a souhaité montrer cette influence dans ce domaine-là. Et à ce titre, elle s'est aussi inscrite comme une contribution à l'histoire de la médecine et de la santé. Donc cet holisme médical d'entre-deux-guerres, il est réuni par une attitude médicale commune qui consiste donc à concevoir le patient comme un tout, aux aspects psychiques et physiques interconnectés, inscrits dans un environnement spécifique. Et donc, cette attitude médicale, on la retrouve aussi bien dans ce qu'on pourrait considérer être les marges médicales, comme le naturisme médical, par exemple. Donc, cette dimension médicale du mouvement de réforme des modes de vie par un retour à la nature, donc en plein essor à cette époque-là. Que ce soit l'homéopathie, ou encore les diverses formes de réflexothérapie, l'acupuncture étant comprise comme une réflexothérapie à cette époque. Mais aussi, le holisme médical concerne ce qu'on pourrait appeler la branche plus officielle de la médecine, donc animée par des professeurs de faculté, des doyens de faculté tout à fait intégrés dans les réseaux médicaux de leur époque, mais qui n'en partageaient pas moins une conception similaire de la médecine. Avant de remettre le prix, l'accessite de ce prix de thèse, à vous, madame, je voudrais donner la parole à Jean-Henri Passini, qui a étudié le travail que vous avez effectué, qui nous en a dit le plus grand bien. Et je voulais dire que lorsqu'on a vu ce travail, on a trouvé une grande rigueur. C'était pas n'importe quoi. Et vraiment, cette étude nous a conduit, de pas à pas, à découvrir que la personne qui avait réalisé ce travail de thèse avait été très rigoureuse et donner justement, apporter des nouvelles visions et à notre discours. Donc, je ne rentrerai pas dans Philon d'Alexandrie, peut-être qu'elle dira quelques mots, mais simplement, je suis vraiment très heureux qu'aujourd'hui, la commission des thèses du Suprême Conseil de France a accepté de décerner cet accessite. Philon d'Alexandrie se tourne vers un champ de connaissances humaines inexploré à son époque, celui du symbole, comme modalité de communication entre le langage divin, toujours merveilleux, et celui humain, qui n'est pas ni clair ni précis. Sur six philosophes exégètes de la Bible des 70,
qu'un juif des cultures hellénistiques, nous approfondissons un aspect que les critiques considèrent souvent comme marginal, compte tenu aux exigences des exégèses allégoriques. Le rôle joué par les symboles dans la quête infinie de l'Éternel. Les communautés chrétiennes et leur rapport aux politiques dans l'Empire romain du 1er au 3e siècle, entre origine et conséquences des constructions identitaires chrétiennes. Romain Villot a consacré 6 années à sa quête de vérité historique pour rédiger cette thèse soutenue et reconnue en 2020. Ce travail propose donc une étude complète, voire systémique, des rapports politiques entre les diverses communautés chrétiennes et l'Empire romain du 1er au 3e siècle, ainsi que leur volonté, ou non, de s'insérer au sein de la société impériale au travers de l'examen de leurs divergences sur les pratiques et les croyances, ce qui engendre en dialectique l'idée de savoir à quel point cette possible insertion peut influencer l'identité chrétienne. L'idée était de savoir comment, finalement, durant les 3 premiers siècles, les communautés chrétiennes réussissent petit à petit à s'insérer dans la société pour la partie chrétienne qui le souhaitait et changer cette société pour se faire accepter de plus en plus. Donc, il y a pas mal de tentatives. Et la première, c'est de se construire déjà une identité, donc se dire ontologiquement. Pour ceux, finalement, qui attendent toujours la fin des temps proches, l'idée est simplement de l'attendre, mais contre les Juifs qui, à leurs yeux, sont beaucoup trop proches du pouvoir impérial, et donc, forcément, il y a collusion entre les deux. Pour ce qui va devenir la grande Église, et ceux qui veulent construire, s'insérer dans la société, il y a le même anti-judaïsme, mais pour d'autres raisons, pour finalement les avantages que les Juifs ont du pouvoir romain et que les chrétiens aimeraient bien obtenir. Donc, cette construction identitaire passe par là, mais elle passe aussi par le fait de se rendre intelligible par rapport à l'autre. Et on voit 2 mouvements suivant les 2 grandes aires géographiques de l'Empire romain. La partie latine, finalement, où les chrétiens vont petit à petit changer le mot de religion, passant finalement de religare, c'est-à-dire recueillir les signes divins avant d'agir, pour arriver petit à petit à religere, donc relier l'homme à Dieu et finalement ne définir que le christianisme. Alors, on va passer à l'accessite remis par le Suprême Conseil des cultures et de la spiritualité, par le très illustre frère Marcel Laurent, très puissant souverain grand commandeur. Alors il se trouve que le lauréat de ce prix a eu un contretemps dû à son travail et qu'il n'est pas là ce soir, cet après-midi. Donc je pense que le très illustre frère Marcel Laurent va nous dire quelques mots et lui remettra son diplôme ainsi que son chèque, évidemment, plus tard. Alors soyons clairs, ce n'est pas pour les prisons que nous avons choisi cette thèse, mais pour les Templiers. Car nous le savons tous, la légende des Templiers est née d'un franc-maçon, le chevalier de Ramsay. Lors de son discours du 26 décembre 1736, dans la Grande Loge de France naissante, il fait remonter les francs-maçons aux croisades. Son manuscrit, autographe trouvé dans la bibliothèque municipale d'Épernay, a été révélé par Pierre Chevalier en 1964. C'est récent. Et dans son livre « Les Ducs sous l'acacia ». Que cette filiation avec les croisés soit une légende, c'est certain. Mais elle est la bienvenue si elle apporte aux francs-maçons, dans son cheminement, pour l'édification de soi, grâce à ses frères et à ses sœurs, une noblesse d'esprit et de cœur. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre réflexion, ce sont les différents champs d'études que vous avez mis ensemble et qui nous a plu, Anne-Marie et à moi, qui nous a instruites, puisque vous avez abordé l'histoire du livre, les pratiques de la lecture, les rapports textes et images,
Et en fait, vous avez dans une première lecture montré, dans une deuxième lecture, vous nous avez amené à aller chercher dans des connaissances plus étendues, en lisant bien les livres que vous mettiez à notre portée. Et ensuite, nous nous sommes dit, eh bien, il faut que nous lisions cela dans nos bibliothèques. C'est ce que nous avons fait avec Anne-Marie et qui l'a amené à nous proposer votre thèse. Peut-être quelques mots rapidement sur la manière dont j'ai découvert ces miniatures. En fait, au début, quand je suis partie en master, je me disais que j'allais étudier un manuscrit ou des manuscrits plutôt antérieurs. Et j'avais envie de spiritualité. Le peu de connaissances que j'avais en théologie, tout ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais envie d'étudier ce type de documents. Et en fait, j'ai choisi un sujet en feuilletant le catalogue de la bibliothèque municipale de Lille, en me disant que ce serait bien pratique de l'avoir à côté de chez moi. Et je suis tombée sur le manuscrit du Maître de Wavrin, avec un texte profane, une histoire d'amour tragique, adultère, qui finit par la mort du chevalier, puis celle de la dame qui, après avoir mangé le cœur involontairement de son amant, donc c'était terrible. Et je me suis dit, les miniatures au dessin aquarellé étaient simplement fantastiques, tellement différentes des enluminures d'or et d'azur qu'on voit habituellement. Et là, je me suis dit, voilà, bon, finalement, le sexe et la violence, ça ira très bien. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai fait des grandes découvertes et je me suis rendu compte que, en fait, le Maître de Wavrin, c'était un poète. On l'avait qualifié de caricaturiste, d'illustrateur. C'est un artiste à part entière et un poète. Et j'ai découvert en fait le rôle de la parole dans la conception des images et aussi dans la manière dont il fallait les recevoir. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort puisque ça met le lecteur en position les lecteurs et les lectrices participent. Ils doivent créer le sens, ils créent l'histoire. L'histoire, elle se termine pas au moment où elle est copiée, où elle est enluminée, et elle recommence quand on lit le livre ensemble, puisque c'était des pratiques de lecture sociale. Et donc ça, déjà, c'était énorme. Et puis après, en étudiant vraiment à fond toutes ces blagues un petit peu grivoises, ces références parfois un petit peu grossières, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de grossières, eh bien, en fait, je me suis rendu compte que le Maître de Wavrin, en fait, réalisait un vrai plaidoyer pour la cause des femmes et que les héroïnes de ses romans étaient des femmes fortes et qui s'émancipaient et indépendantes. Et elles avaient le beau rôle. En fait, ces chevaliers, en fait, étaient beaucoup moins mis en avant que les demoiselles dont elles étaient les interlocuteurs. Elle vous expliquera beaucoup mieux que moi les raisons et je dirais le fond de son travail, comment elle l'a abordé et autres. Mais je voudrais, avant de lui passer la parole, peut-être expliquer au fond quelles sont les raisons pour lesquelles le Suprême Conseil de Belgique a décidé de lui décerner ce taxécite. Alors, il y a à ça 3 raisons, en fait. Il y a d'abord le thème général. Pourquoi le thème général? Parce que un travail de cette qualité, qui s'intéresse aux racines spirituelles de l'homme, ne peut que nous interpeller et nous enchanter. Indépendamment de ce thème, il y a la forme, et je voudrais insister sur la forme parce que je ne suis pas sûr qu'elle abordera cet aspect. Cette thèse n'est en fait pas vraiment une thèse, c'est globalement une monographie. Elle s'est intéressée à cela en participant à toutes ces, je dirais, rassemblements autour des mégalithes pour pouvoir en faire l'analyse, interroger. Elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Mais, et ce qui est, je ne veux pas dire original, mais qui a attiré aussi notre attention, c'est le fait qu'elle est parvenue à le retranscrire sans le moindre jugement. Cette thèse consacrée aux pratiques rituelles qui se réalisent dans les mégalithes du Morbihan a été nourrie par une passion toute personnelle par les sites archéologiques et les imaginaires que ces espaces anciens suscitent dans les sociétés contemporaines. En tant que lieu d'anciens cultes, berceau des mythes et des contes, ainsi qu'espaces sacralisés, les mégalithes de l'Europe et les pyramides précolombiennes au Mexique
sont des objets qui font émerger des émotions intenses et des expériences extraordinaires. La thèse se penche sur des phénomènes rituels en France qui ont reçu très peu d'attention jusqu'à maintenant. Elle est consacrée à l'analyse du contenu des expériences désignées comme spirituelles des personnes qui s'engagent à ce que je définis en tant que revestissement rituel des mégalithes. Tout au plus remarquerai-je que le titre de la thèse est en relation directe avec les sujets qui nous préoccupent et qui sont en partie l'objet de nos propres questionnements auxquels le grand maître, que je tiens à excuser parce que si je suis ici, c'est parce qu'il ne pouvait pas être là et qu'il a d'autres obligations impérieuses et maçonniques en ce moment. En tout cas, le grand maître nous a incités à nous questionner sur ces sujets qui sont probablement en relation directe avec la thèse, et en particulier la relation entre le soignant et le patient. C'est un sujet pour le moins conforme aux valeurs de la juridiction et de l'obédience, et plus largement, bien sûr, à celle de l'humanisme incarnant une des bases essentielles de notre civilisation, tout à la fois française, européenne et occidentale. Les nombreux médecins francs-maçons appartenant à notre obédience le savent parfaitement, l'éthique médicale appliquée est un point essentiel de notre engagement dans la société, tandis que la notion de détachement nous interpelle particulièrement dès lors que sous votre plume, il peut devenir une méthode, voire une vertu. Loin d'être l'indifférence, le détachement, en effet, tel que vous le définissez, intègre naturellement l'empathie, mais en la dépouillant du superflu émotionnel qu'implique une trop grande proximité avec le patient, tout en respectant une distance qui contribue au respect d'autrui. Donc, cette thèse porte essentiellement sur cette relation entre le soignant et le soigné. Et à travers ces lignes, je tente de montrer que cette relation, qui est difficile, est source d'épuisement aussi bien pour les soignants que pour les patients, peut être revue et même renversée grâce au principe de détachement qui devient, au fil des pages, une vertu. Je prends le temps, dans le deuxième chapitre, d'expliquer tout ce que n'est pas le détachement, pour devenir un objectif à atteindre pour un soignant et donc pour le malade. Donc j'ai revu et j'ai repris la définition de l'Académie française qui écrit que le détachement est un état d'une personne dégagée de liens affectifs ou moraux qui l'unissait à quelque chose ou à quelqu'un. Rapporté au sujet qui nous occupe, cela correspond tout à fait à mon travail. Je m'explique. Je considère que le soignant doit se détacher des liens affectifs qui tordent la relation du patient. Trop d'affection ou pas assez n'enrichit pas la communication et ce n'est pas le but. Le but est que le détachement devienne le lien qui ouvre à la délibération et à la décision accompagné des capacités de prudence, de sagacité et de discernement, puis à l'action dans le respect de la loi et de l'éthique médicale. Enfin, le but essentiel pour moi est que le patient retrouve une forme de liberté, quelle que soit sa pathologie, et le soignant du plaisir à prendre soin. Pour terminer, le très puissant souverain grand commandeur du Suprême Conseil de France, le très illustre frère Jacques Rosen, va remettre le prix de thèse 2023 du Suprême Conseil de France à M. Nicolas Bouteloup pour sa thèse de doctorat en philosophie, ordre et modèle chez Spinoza, : une grammaire du vrai, point d'interrogation. Merci Nicolas d'avoir choisi un sujet pareil pour différentes raisons. Une des raisons, vous allez le découvrir si ceux qui sont intéressés par la thèse de Nicolas le lisent, c'est que Nicolas emploie des termes que nous pratiquons, nous. Un de ces chapitres s'appelle « La notion d'ordre ». C'est ça. Il suffit de lire la devise du Suprême Conseil de France, quelque part, et celle du rite écossais ancien et accepté, c'est « Ordo ab chao ». Nicolas l'interprète souvent ordonné pour se faire comprendre, nous c'est ordonné pour un peu mieux organiser, puisque nous sommes au-dessus du chaos. Mais en tout cas, ça fait partie des mots-clés que Nicolas emploie dans un de ses chapitres.
Ces autres chapitres, c'est vertu, puissance, réalité et perfection. Pour ceux que ça parle, le mot perfection veut bien dire quelque chose chez nous. Puisque dès que nous arrivons au 4e degré, c'est un secret pour personne, nous rentrons dans des loges de perfection. Merci Nicolas de nous l'avoir souligné, même si c'était inconscient. Et ensuite, Nicolas parle de la vie du sage, de l'équilibre, de l'égalité dans la raison. Ça nous frappe, ça nous va directement au cœur cette fois. Il y a un problème de raison et de cœur, de foi et de raison, mais ça c'est un autre sujet. Ensuite, Nicolas parle de la puissance de l'esprit. Je crois que personne ici s'élèverait contre cette notion, de la même manière qu'il parle de la puissance des métaphores. C'est à peu près... je ne vais pas tout développer à l'intérieur, Nicolas, mais au moins je me suis dit, là, il y a des mots avec lesquels nous nous rencontrons forcément. Alors, la recherche qu'a fait Nicolas sur Spinoza, elle a le mérite d'exister, premièrement, parce qu'elle nous ouvre une porte énorme de connaissances de Baruch Spinoza que j'aurais mis 7 ans à découvrir si je n'avais pas lu Nicolas avant. L'œuvre de Spinoza, vous le savez, est difficile. Elle demande à s'approprier un corpus complexe. Il est peu didactique, c'est vrai, mais il s'appuie sur un parcours particulier qui est celui de comprendre l'ordre de la nature. Et là-dessus, Nicolas nous permet de comprendre cet ordre de la nature, parce que Spinoza, qui établit des liens, des connexions entre les idées et les hommes, laisse une place à la fin à chaque individu pour le choix de son parcours. Même si le parcours de Spinoza a été à un moment donné une exclusion, parce qu'il a dû se séparer de la communauté dans laquelle il vivait à Amsterdam, et la communauté l'a exclu, ça fait partie de la vie. Car tout acte de création commence par une séparation quelque part. On ne peut pas créer sans séparer. En tout cas, Nicolas, merci de nous avoir fait découvrir un Spinoza qui est un modèle pour nous. Alors, une des questions que je me posais, mais vous allez peut-être y répondre, c'est pourquoi un point d'interrogation à la grammaire du vrai? Mais ça, je vous laisse y répondre. Pour moi, cette thèse, ce n'est pas juste une thèse de recherche, évidemment c'est une thèse de recherche, mais c'était aussi l'aboutissement, essayer de concrétiser l'ensemble de mon travail sur Spinoza. J'ai toujours été fasciné chez Spinoza par son rapport à l'éthique, au fait d'être heureux et de conduire l'homme comme par la main à la connaissance de l'esprit humain et de sa suprême béatitude, cette conduite comme par la main, comme si c'était si simple, facile, il suffit de suivre. Et ce texte de l'éthique, avec ses corollaires, ses scolies, ce cuirassé dreadnought qui terrorise et où on se dit mais comment je vais être heureux, où se trouve ici le bonheur? Et d'ailleurs, même beaucoup de spécialistes de Spinoza relisent et relisent l'éthique indéfiniment à essayer de comprendre à l'intérieur la substantifique moelle pour essayer de devenir heureux. Et je pense que c'est ce qui m'a amené à travailler sur ces concepts et de comprendre justement comment Spinoza écrit. Comment, si lui nous dit que c'est aussi facile d'être conduit comme par la main à la béatitude, eh bien, essayons d'analyser réellement ce qu'il nous dit et comment il écrit. Et il écrit selon l'ordre des géomètres, il nous dit au début de son éthique. Alors, l'ordre des géomètres, évidemment, qu'est-ce que c'est et comment Spinoza l'utilise? Je ne vous en ferai pas ici une analyse, mais simplement, c'est ce qui m'a amené en fait à comprendre cette notion d'ordre et d'essayer de vraiment en comprendre la mesure dans l'ensemble du texte de Spinoza. Qu'est-ce que l'ordre et comment ordonner? Et c'est vrai que le parcours que j'ai suivi, c'était justement de commencer par cette question de l'ordre philosophique aussi, pas simplement l'ordre de la nature, mais aussi comment l'esprit humain perçoit l'ordre de la nature tout entière. Spinoza, déterministe, qui du coup a un rapport à la liberté particulier, a aussi une manière de penser l'ordre qui justement, en comprenant l'ordre des choses, notre connexion, notre concaténation avec le réel, l'ensemble du réel, c'est justement ça qui nous permet de devenir sages et heureux. Et c'était tout mon parcours d'essayer de comprendre cette notion d'ordre, qu'est-ce que l'ordre et comment ordonner le réel. Est-ce qu'il y a encore un sens à ordonner le monde, à
créer par la raison un ordre du monde quand finalement le monde est déjà tout ordonné. Ça, c'est le petit cadeau derrière. Et ça, c'est le... Je vous en prie. La première année, nous avions récompensé un architecte, en particulier pour une thèse concernant les temples maçonniques. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'au fil des ans, nous avons vu, en fait, nous avons d'abord, je tiens à remercier et à féliciter l'équipe actuelle qui a su diffuser en quelque sorte l'information au point que le monde universitaire est venu jusqu'à nous. Alors je dirais bravo, je dirais merci, et croyez bien que pour une entité comme le Suprême Conseil de France, qui est une vieille dame, eh bien, voir cet apport que constituent les thésards est un véritable bonheur. En tout cas, merci à tous. Nous avons commencé petitement. Quelques années après, vous voyez, nous en sommes à 8 institutions supérieures en plus qui donnent des prix de thèse. J'espère pour l'avenir, là nous avons le prix de thèse du Bénin, nous avons le prix de thèse de la Belgique. J'espère pour l'avenir que nous aurons aussi d'autres thèses européennes ou d'autres suprêmes conseils en Europe qui pourront se joindre à cette idée de remettre des prix de thèse dans leurs pays respectifs, que ce soit des pays francophones ou pas, pour que justement se développe une autre manière de voir la franc-maçonnerie et que la franc-maçonnerie remercie d'une autre manière le monde profane et les universitaires pour un peu plus, je veux dire, dévoiler que nous ne sommes pas une organisation secrète mais discrète comme on le dit d'habitude, mais surtout une organisation ouverte vers le monde universitaire. Merci à tous de votre participation.